Mesdames, Messieurs, peuple congolais, sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, et encore moins de progrès d'un peuple. Par ailleurs, on ne combat pas l'injustice, l'oppression et la barbarie, et encore moins un pouvoir injuste par les émotions, mais c'est par la raison de douter, de réfléchir, de penser, de se structurer, de s'organiser et d'agir collectivement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, pourquoi l'opposition ivoirienne est-elle politicienne que celle marchande du Congo-Brazzaville? Il suffit de décrypter l'anthropologie politique comparée entre l'opposition ivoirienne à Ouattara et congolaise à Denis Sassou Nguesso, dans l'espace et le temps sur différentes échelles nationales. De mon point de vue, l'opposition ivoirienne à Ouattara défend l'intérêt général, c'est-à-dire le respect par tous des règles communes ou des notions les plus insignifiantes du vivre ensemble ou de l'État, à savoir les institutions, la Constitution, les lois et règlements dans une société ou nation donnée. Alors que l'opposition congolaise à Denis Sassou Nguesso fait des affaires avec lui contre l'intérêt général. Décryptage. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au point de vue anthropologique, c'est-à-dire humain, quand on parle d'anthropologie, on pense tout naturellement à l'humain. Au point de vue anthropologique, qu'est-ce qui nous différencie fondamentalement des animaux? Et qu'est-ce que c'est le fait d'être individu, puis citoyen, et enfin peuple? Donc, je parle de l'humain, puis de l'individu, du citoyen et enfin d'un peuple. Commençons d'abord par le fait d'être humain, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous différencie fondamentalement des animaux. C'est pas l'intelligence. Les animaux sont aussi plus intelligents que nous. Prenons le cas des termites qui ont mis dans les termitières, des systèmes de climatisation passive. Vous savez qu'en Afrique, l'amplitude thermique est élevée. Donc la température peut aller de 0 degré la nuit, surtout dans les zones désertiques, à 40-50 degrés le jour. Mais comment font-ils les termites dans les termitières où la température à l'intérieur d'une termitière est constante à 30 degrés? Parce qu'ils ont un champignon qui nourrissent à cette température-là. Les systèmes ingénieux de climatisation passive. On peut citer l'exemple d'ingénierie de nos petites bestioles. Donc, ce n'est pas l'intelligence. Alors, qu'est-ce qui nous différencie fondamentalement des animaux? Il y a la raison. La raison de douter, de réfléchir, de penser. Et la raison est philosophique, le fait d'être raisonnable. La raison est en lien avec la pensée. Or, chez les animaux, c'est l'instinct qui commande. L'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Or, on ne peut parler d'humain que pour un être qui s'est affranchi
du déterminisme naturel. Donc, l'animal, c'est l'attaque ou la fuite. Si je vous fais comme ça, vous allez dire quoi? Pourquoi tu fais ça? C'est le fait déjà de douter. Mais l'animal, soit il fuit ou il vous attaque. Il n'y a pas de solution. Ça, c'est l'instinct. Mais nous, on réfléchit. On dit non, mais pourquoi tu fais ça? On peut toujours fuir, hein? En fonction de la mémoire, de la situation, on peut dire non. Souvent, on pense, on réfléchit, on dit mais qu'est-ce qui arrive? Mais les animaux, c'est pas ça. Donc la raison, c'est très très important. Ce qui nous différencie fondamentalement des animaux, c'est aussi l'esprit humain, qu'on appelle l'esprit critique. Si vous êtes de bonne foi, acceptez la critique. Parce que celui qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. On crée, on innove dans la critique. Or, les animaux ne passent pas leur temps à raconter leurs histoires de chasse. Mais nous, on peut passer la journée haute à raconter notre journée plein de trucs comme ça. On est d'accord? Très bien. Donc la critique est importante parce qu'elle est au cœur ou au centre de ce que nous interprétons à l'échelon macroéconomique ou de la productivité ou de l'entreprise, c'est-à-dire la création, la créativité. Vous voulez créer un produit, on vous dit est-ce que c'est bon, est-ce que ça correspond au marché, et autres. Donc il faut critiquer. Non, non, non. Ce produit-là, il ne va pas être vendu. Ou autre. Donc c'est ça la critique. Et quand vous avez fait des erreurs, on dit non, mais on vous critique, on dit non, mais ça n'a pas marché. Donc, on vote âme et conscience, dit non, mais écoutez, je suis raisonnable, bon, je laisse tomber. Ou je peux persévérer pour créer quelque chose de nouveau. Donc, ça, c'est la critique qui fait partie des fondamentaux de l'humain. Ce qui nous distingue fondamentalement des animaux, il y a la conscience. On est conscient de ses actes, habitudes et comportements. En mon âme est consciente, je ne peux pas accepter l'inacceptable. Je ne peux pas accepter l'insupportable, l'intolérable, l'inadmissible. Non, en mon âme et conscience, je ne peux pas faire ça. Donc la conscience est en lien avec ce qu'on appelle des convictions, des principes, des valeurs. Et en termes de responsabilité, qu'elles soient civiles, politiques, administratives, pénales et tout compagnie. On ne va pas juger un fou. Est-il conscient de ce qu'il fait? S'il n'est pas conscient, on ne va pas le juger. Sa place est dans un centre psychiatrique. Donc on vous demande, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites? On a fixé des règles communes qu'on appelle institutions ou constitutions. L'État est impersonnel, c'est un bien commun. La constitution, c'est des règles communes. Est-ce que pourquoi vous ne respectez pas ça? Est-ce que vous êtes dans la tête, est-ce que ça fonctionne bien ou pas? C'est tout le questionnement. C'est lié à la conscience. D'ailleurs, le bac 2015 en philosophie, ici en France, série ES, on se demandait est-ce que la conscience de l'individu était le reflet de la société d'appartenance. En fait, dans ce sujet, il fallait traiter de la conscience psychologique qui est liée déjà à la raison, et puis la conscience morale qui est liée à la transmission des valeurs entre le bien et le mal. Donc il y avait deux consciences là, la conscience psychologique, la raison, et la conscience morale, qui est entre la barrière entre le bien et le mal. Est-ce que ce que je fais là, est-ce que c'est bon pour la société? Est-ce que c'est... Oui, on ne va pas encore à l'éthique, mais là, sur le point de la morale, on se dit non, mais écoutez, vous êtes arrivé là avec les règles communes, on a fixé des règles communes, les institutions, l'État et autres, mais pourquoi vous voulez... Voilà, est-ce que vous êtes normal? Donc vous avez compris qu'il y a la raison, l'esprit critique, la conscience, mais il reste le quatrième caractéristique, c'est-à-dire la transmission des valeurs de liberté et de dignité. Étant donné que la liberté et la dignité, ce sont les deux premiers fondamentaux des droits de l'homme et des citoyens. L'individu privé de liberté et de dignité, bon, il est esclave ou indigène, ça c'est sûr et certain. Donc, la transmission des valeurs de liberté et de dignité, du but même de la condition humaine, sociale et existentielle, c'est-à-dire écologique aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc vous venez de comprendre ce qui nous différencie fondamentalement des animaux. La raison, l'esprit critique, la conscience et la transmission. Là, la transmission au cœur de l'éducation. Il me semble qu'il y a certaines sociétés qui transmettent mieux les valeurs de liberté, de dignité, enseignées depuis l'école primaire, depuis les familles, ou jusqu'à l'université de compagnie. On enseigne ces pratiques, voilà,
on ne se soumettra pas, hein, on n'est pas des esclaves, on n'est pas des indigènes. Il arrive une situation d'injustice, d'oppression et autres, et on s'indigne parce que bon, l'humain a des émotions. Nous sommes humains, on a des émotions, mais une fois l'émotion passée, il faut passer au cerveau supérieur, celui de la raison et de la conscience. Et là, on se structure, on s'organise et on agit. Ça, c'est l'humain. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, qu'est-ce que fait le fait d'être individu? Individu, on partage de l'humain. L'humain est un individu. Individu, bon, ben, il faut se dire que vous avez la liberté, la dignité à défendre, votre liberté et dignité à défendre. Et c'est des autres aussi. C'est ce qu'on appelle l'empathie et tout compagnie. Avoir des principes quand on est individu. On a des principes et valeurs, des convictions qui vont gouverner toute votre existence en fonction de votre éducation, de votre environnement socio-culturel et tout compagnie. Nous n'oublions pas que, en termes d'individus, on pense surtout aussi aux repères. Nous, on copie les uns et les autres en termes de repères, des normes sociales, des normes culturelles et tout compagnie. On ne pourra jamais changer l'humain, mais on ne pourra que l'initier pour qu'il y ait moins de conneries. Parce que dans toute race et couche sociale confondue, du clochard au milliardaire, la proportion des cons est la même partout. 99% de cons contre 1% d'imbéciles. Or, nous sommes aujourd'hui 7 milliards d'habitants, donc il y a 1 milliard d'imbéciles et 6 milliards de cons. Quoi qu'il faut mieux être traité de cons que d'imbéciles. Parce qu'un con, c'est celui qui, à tort ou à raison, peut changer d'avis. Alors que l'imbécile, non. Donc là, nous sommes au cœur d'un cas d'abord de conscience. C'est-à-dire, on passe à la connerie. Mais il y a aussi un cas d'imbécience, c'est-à-dire l'imbécilité. Donc, vous êtes con ou imbécile. Donc, si vous êtes con, donc vous êtes dans la majorité. Mais dans la connerie humaine, on peut avoir la bonne et la mauvaise connerie. Mais évitez le fait que vous soyez toujours affecté par la mauvaise connerie. Nous ne voulons pas la mauvaise connerie. Il faut aller voir la bonne connerie, celle qui fait rire, qu'on voit. Vous avez tout compris. C'était pour la parenthèse. Hein. D'accord, très bien. Donc, le fait d'être individu est en rapport avec des principes et valeurs qui vont gouverner l'existence de l'individu. Donc, on parle de repères, des normes et tout ce que je vous ai précité. Mesdames, Messieurs, qu'est-ce que le fait d'être citoyen? Quand on parle de citoyen, on pense tout naturellement à la civilisation. La première fois qu'on a parlé, on a introduit le terme de citoyenneté, ce fut pendant l'Empire grec, 300 ans avant Jésus-Christ. Et cette citoyenneté fut fermée. Et puis, Jésus-Christ, il y a 2000 ans, est arrivé le 1er siècle, puis jusqu'au 5e siècle. Après Jésus-Christ, on a introduit la citoyenneté romaine. Elle fut ouverte. C'est-à-dire, comparativement à celle de la citoyenneté grecque, donc on ne sait que grec. On ne pouvait pas devenir grec, non. Or, les Romains avaient ouvert cette citoyenneté, donc on pouvait être né grec, romain, ou droit de sang, droit de sol et autres. La citoyenneté, jusqu'à aujourd'hui, c'est un combat. On a introduit l'acte de naissance, les passeports, les visas et tout compagnie. C'est ça la citoyenneté. Et c'est le combat permanent. Donc, qu'est-ce qu'un citoyen? Un citoyen, c'est celui qui a des droits et devoirs envers sa communauté, envers la nation. Et là, on introduit les dimensions même continentales, planétaires et même écologiques aujourd'hui. Donc la citoyenneté devient presque ouverte. On parle même des citoyens du monde et tout compagnie. Mais la citoyenneté, quand on pense à la citoyenneté, c'est celui qui a des droits et des devoirs. Si on vous prive de vos droits, et que vous n'avez que des devoirs, vous êtes traité soit d'indigène ou d'esclave. Retenez bien, si on vous le fait seulement d'aller voter, le fait seulement d'aller faire, et que vous ne pouvez pas défendre vos droits, et que vous n'avez que les devoirs, là vous êtes indigène ou esclave. L'esclave, c'est celui qui n'a que des devoirs, n'a pas de droits. Or, les citoyens ont des droits et devoirs. Et ce n'est pas tout. Il a aussi ces trois vertus. Désobéissance, résistance et révolte. Pourquoi la désobéissance? Parce que
par la désobéissance, vous arrachez votre liberté et dignité, qui fait partie aussi des droits de l'homme et des citoyens. Deuxièmement, par la résistance, vous arrachez votre pouvoir. Chacun de nous a un pouvoir. Et c'est la somme des pouvoirs individuels qui font le pouvoir d'une communauté ou d'un peuple. Et donc, quand on parle de citoyens, elle a ces trois vertus. Devant l'injustice, l'oppression, la barbarie, devant des lois injustes et autres, vous avez ce droit et devoir-là de désobéir, soit de résister à défaut, de se rebeller, de se révolter. Sinon, vous êtes indigène ou esclave. Si vous êtes citoyen, donc vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, le peuple, quand on devient peuple, c'est la somme de l'individu, c'est la somme d'humains, d'individus et des citoyens. Donc, plus vous avez des individus ou des citoyens libres dans leur tête, et par l'éducation et par tous les droits et devoirs, vous avez un peuple libre. Les peuples libres, ce sont les peuples qui ne se laisseront jamais faire, quand on dit qu'on n'est pas des esclaves. Il arrive une situation d'injustice, d'oppression et de barbarie, ou de ce qui se passe pour nous, les hold-up électoraux, et tout ce qui se passe des projets de troisième mandat ou anticonstitutionnels. Non, on n'a pas le droit. Vous avez un pouvoir, parce que la composant le peuple, c'est vous êtes le pouvoir. Parce que vous êtes des individus libres et conscients et engagés, et même dégagés. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc je viens ici de vous définir qu'est-ce que c'est l'humain, l'individu, les citoyens et un peuple au point de vue anthropologique et en rapport avec les sociétés, cultures et civilisations. Et nous intégrons les nouvelles synthèses sociétales et civilisationnelles. Donc, nous avions d'autres combats, des droits et des voies à mettre aujourd'hui, à se battre pour les problèmes de démocratie, des changements climatiques et des plaies, des tout comme ça. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, si je devais comparer l'anthropologie politique entre l'opposition ivoirienne et l'opposition au Congo-Brazzaville à Sassou Nguesso, je commencerai d'abord par l'opposition ivoirienne. Déjà, tout a commencé avec Ouattara en 2010. Nous étions dans les médias et réseaux sociaux, on a vu cette histoire-là. Il y a un Ivoirien qui connaît ça, qui a cette mémoire-là, qui doit peut-être vous en parler, un ami aussi sur ces réseaux-là. Il s'appelle Alain Toussaint. Donc, il connaît bien que j'étais un des acteurs dans le sens de ce que je viens de vous préciter. En termes d'individus, de citoyens et autres. Par rapport à l'injustice, l'oppression et autres, vous avez tout compris. Donc, en 2010, jusqu'à 2020, l'opposition ivoirienne à Ouattara a fait son boulot. Ouattara n'a pas été de tout repos pendant 10 ans. Or, quand on bouscule, il travaille, mais comme il est arrivé dans les situations ou dans les conditions qu'on connaît, mais il n'a pas été de tout repos. Mais en termes de respect des fondamentaux, des règles communes, institutions, constitutions et autres, on arrivait que son mandat devait se terminer cette année. Mais lui, il veut passer en force. On a par exemple pu voir au Sénégal avec Ouad. Mais le peuple, heureusement que le peuple sénégalais était plus éduqué et aussi aguerri et tout ça. Il a dit non, niet, on ne veut pas ça. Mais là, il est arrivé en Côte d'Ivoire. Et que, le 10 octobre 2020, là, l'opposition s'est regroupée parce que l'unité ne se décrète pas. L'unité s'est construite au gré des épreuves. Or, devant l'épreuve des comportements antidémocratiques, anticonstitutionnels de Ouattara, et l'opposition ivoirienne s'est regroupée comme un bloc compact, l'union fait la force. Donc, il n'a plus de marge de manœuvre pour manipuler ou faire tout ce qu'il pouvait. Il leur a donné même une date butoir que vous devez retirer votre candidature d'ici le 31 octobre 2020. À défaut, votre mandat est terminé le 1er novembre. Nous rentrerons dans une transition politique consensuelle de la Côte d'Ivoire sans vous. Parce que les élections ne seront jamais organisées dans ces conditions.
Donc c'est à lui de prendre sa responsabilité. C'est là qu'il revient sur ce que j'ai défini tout à l'heure. Est-ce que Ouattara est-il humain? A-t-il une âme et une conscience? Est-ce qu'il connaît là où il veut mener la Côte d'Ivoire, le bien commun? Donc on peut tout poser les questions. Vous revenez toujours à l'anthropologie. Humain, individu, citoyen et peuple. Est-ce que c'est un citoyen ivoirien? Est-ce qu'il fait partie du peuple ivoirien? Pourquoi il veut faire ça? Donc ça, son âme et conscience que ça revient là. Alors qu'on revient sur les responsabilités. Donc sur ce point, l'opposition ivoirienne fait de la politique. Il fait de la politique parce que vous avez, au sein de la composante ivoirienne, vous avez des gens qui ont le sens de l'intérêt général. Et c'est là, dans ce mécanisme, dans ce processus-là, qui va conduire jusqu'à la chute de Ouattara. Et donc, le peuple ivoirien deviendra un peuple. Il venait de partout, de toute la Côte d'Ivoire. Même soit disons le Nord, qui était pro Ouattara. Il venait de partout, partout. Mais parce que la classe politique a fait son devoir. On n'est pas allé dans les amalgames, Nord, Sud, Est, Ouest, ou religieuses, chrétiens, musulmans ou autres. Non. On a un bien commun, un patrimoine commun qui s'appelle la Côte d'Ivoire. On a un bien commun qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Le peuple doit prendre ses responsabilités. Mais pour organiser le peuple, il faut mettre tout le monde. On met tout le monde ensemble. C'est comme le feu. Le feu, si vous coupez l'oxygène, il n'y a plus. Il n'y a plus de feu. Or, l'oxygène s'était divisé. Et l'opposition, maintenant, ils se sont tous réunis. Mais il n'a plus de marge de manœuvre. Il n'a plus de marge de manœuvre. Voilà. Et donc, il est en danger. C'est à lui, maintenant, ces 2 semaines-là, et c'est lui de prendre des responsabilités. Il dit non, mais écoutez, bon, vous savez, hein, le peuple gagne toujours, parce qu'il a les derniers mots, il a les derniers jugements, il est nombreux. Et quand vous avez une classe politique qui a pris ses responsabilités, qui va aller dans le consensus d'une transition, pour qu'on puisse organiser les élections prochainement, librement et dignement. Et c'est ça ce qu'on appelle une opposition politique. Parce qu'ils ont des convictions. Ils ont le sens de l'intérêt général. Et ça se voit. Ouattara n'a jamais été tranquille depuis qu'il a pris ce pouvoir. On essaie de bousculer partout. Vous avez tout compris? Maintenant, les résultats là. Donc nous allons suivre la suite d'ici novembre et vous allez voir que l'unité est là. Hein. Donc c'est là que la confiance. Et ces gens-là vont rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'un peuple a besoin des repères. Oui, la mémoire s'est construite et se transmet. Donc aujourd'hui, on voit que, oui, il est là. Parce que le futur de la Côte d'Ivoire, c'est le passé, le présent qu'on ignore. Donc ils sont en train de construire le futur de la Côte d'Ivoire. Que demain, si un individu viendrait encore faire ça, il risque d'avoir tout le monde, ça devient un effet d'entraînement et de conditionnement. Donc le peuple, chaque fois, on va. C'est ça le peuple. Mais si vous commencez à dire, ah oui, tiens, ah c'est les gars du Nord là, ah c'est les partis là, et c'est les autres. Non, non, c'est pas ça. C'est ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Donc, à la différence de la Côte d'Ivoire, nous, par exemple, en 1997, il y a eu un coup d'État France-Afrique avec Sassou Nguesso qui l'a placé. Ils ont fait une transition politique flexible. Ils avaient fait une transition de 5 ans jusqu'en 2002. Et c'est là qu'il avait mis la constitution du 20 janvier 2002. Donc là, on passait en force. Il a fait un hold-up électoral. On dit, bon ben, il enforce la justice des vainqueurs et tout ce qui est des vainqueurs. Bon, on a accompli un peu là. A obtempéré à ce pouvoir de fait. Donc, il a fait son premier septennat de 2002. Hein. Bon, c'était pas le premier, hein, parce qu'il avait déjà, au départ, il avait déjà, jusqu'en 2002, il avait déjà presque 18 ans de pouvoir, déjà, Sassou Nguesso. Et donc, arrivé là, on l'a laissé faire son hold-up électoral de 2002. Puis, passé en 2009, pareil, et l'opposition ne faisait que faire du commerce, hein, en laissant libre cours à Sassou Nguesso d'éliminer les vrais adversaires, les vrais autres par empoisonnement et tout ça. Ils ont laissé ça, donc ça les a divisés. Donc arrivé en 2009, bon, il a continué, donc le dernier septennat, donc 2009-2016. Mais là, arrivé en 2015, il dit, ah non, 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 non. Sinon, si, comme j'ai fait le mal à ce peuple, j'ai fait tout ça, bon, ben, je risque de, voilà. Donc, il avait déjà travaillé ça avant. Donc,
comme il était en face d'une classe politique des commerçants, hein, vous savez que quelqu'un qui a des convictions est moins corruptible que euh, celui qui fait des affaires. Donc si vous avez un opposant, des opposants, il y a un qui a des convictions et l'autre n'a pas de convictions, donc il fait des affaires, mais c'est celui qui n'a pas de convictions qui est corruptible. Donc comme nous avons une densité énorme, Sassou Nguesso a cultivé, a nourri, a fait tout ça une opposition des commerçants. Donc ils font du commerce contre l'intérêt général, contre le peuple congolais. On voit bien les résultats. Donc nous sommes arrivés en 2015, même si François Hollande avait donné quitus d'aller changer la constitution ou pas. Mais ça s'est passé ailleurs déjà. En 2015, il y avait déjà un an qu'il y avait la révolution au Burkina Faso. On peut aller plus loin, il s'est passé partout des choses comme ça. Mais nous, on arrivait là-bas, on cherchait les boucs émissaires. Ah oui, Hollande a dit que tu sais, on va plus aller loin. Donc on a mobilisé les gens le 27 septembre 2015, plus de 100 000 à Brazzaville, dans la rue. On a dit, rentrez chez vous. Nous avons fait notre marché et autres. Mais entre l'opposition politique, se sont trahis entre eux. Puisqu'il y a parmi ces gens qui ont organisé ça, il y a un qui est en prison. Qui était un vrai opposant en fait. Qui s'appelle Okombi Salissa. Et donc ils sont passés là. Donc le 21 octobre 2015, il a organisé encore une autre manifestation pour montrer que voilà, mettre les enchères quoi. On fait des affaires. Et donc ils sont venus manifester, ils ont dit non, rentrez chez vous. Voilà, on attend. Le 25 octobre 2015, on organise les référendums et il y a eu moins de 5% de votants. Et le dictateur, le 6 novembre 2015, promulgue sa constitution la plus criminogène, la plus antisociale existante au monde. Et l'autre là commence à dire, chercher les boucs émissaires. Ah oui, c'est les faux des nordistes, c'est les faux des sudistes, c'est les faux de ceci, oh la force Afrique et autres. Non, or qu'ils sont avec le régime. Or, dans ces conditions, tout ce monde-là devait faire comme l'a fait la Côte d'Ivoire, là, qui ont été le faire. Ce que nous avons pu vivre déjà il y a 5 ans. La Côte d'Ivoire va faire là, on va voir. C'est que là, c'était un cas d'école où les Congolais maintenant doivent suivre ce que nous avions raté en 2015. Regardez ce que la Côte d'Ivoire a fait. Tout ce monde-là, ils disent non, non. Sassou Nguesso en 2015, non. Si tu fais les référendums, nous on ne va pas voter, mais si tu le promulgues, nous, voilà. Nous on bloque tout, on n'est plus avec toi. Mais il a ramassé tous ces commerçants, certains se sont enrichis, ils vivent dans l'opulence, ils roulent la farine avec les mélanges des tribalismes, de nos sentiers, des géopolitiques, ils ont des secrets. On fait de la sorcellerie là-bas parce que ce n'est plus la politique, parce qu'ils ont des secrets entre eux. Ils recèlent les mêmes codes. Ils ont des forces centrifuges ensemble, des conflits d'intérêts, des intérêts particuliers partisans, la guerre des égaux et autres contre le peuple. Le peuple est pris dans la nasse. Parce que l'injustice, l'oppression qui règne là-bas, c'est du jamais vu dans toute l'Afrique en ce moment où je vous parle. C'est du jamais vu. Mais ils sont là. Ils sont tués. On n'en parle plus. Ils font que des communiqués et autres. Mais regardez ce que la Côte d'Ivoire ont démontré. Mais bien avant la Côte d'Ivoire, il y a eu d'autres oppositions. Déjà en 2019, il y a eu en Algérie, il y a eu aussi au Soudan, non? Et donc on peut en multiplier. Donc là, il y a un souci. Dans toute organisation, quand il y a un dysfonctionnement, c'est ceux qui sont là, la composante, qui sont responsables. Mais là, personne n'est responsable de rien. Et donc, nous, on joue là la carte des boucs émissaires, des amalgames et autres. Donc, les gens ont trouvé ça un marché dans un pays qui est déjà désormais surendetté pour rien, ruiné et détruit. Donc, ils n'ont plus de marge de manœuvre parce que l'argent devient rare. Donc, maintenant, on leur demande plus de missions pour soutenir une tyrannie parce que eux, ils sont Sassou Nguesso, sont en danger. Ils pensent comme ça. Donc, ils vont soutenir Sassou Nguesso contre le peuple là. C'est un piège. Parce que le peuple a les derniers mots et les derniers jugements. Ils sont arrivés à bout de souffle. Aujourd'hui, ils ne sont pas capables de structurer, de prendre une décision structurelle, organisationnelle de l'opposition, dire on met là. Donc, Sassou Nguesso passe son coup d'état constitutionnel. Et en janvier, on appelle Jean-Marie Michel Mokoko, 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 Mokoko. Et cette opposition, encore là, c'est quoi, qu'est-ce qu'il vient faire dans nos affaires? Donc le peuple le suit, il passe l'élection, il gagne, plein de dynamique. Mais non, il faut les amalgames. Non, il n'a pas gagné, il a fait ceci, ils n'ont pas publié plein de résultats. Ils l'ont laissé dans la guerre du loup. Et donc ils sont rentrés là, et il a été capturé. Et c'est sous la dame et les pions.
hein, comme dans un jeu d'échecs, et là, il a fait la prison, il est là, ils sont là, tranquilles. Chacun attend son tour, mais avec qui? Donc c'est une situation qui est, qui, pour moi, hein, je reviens à ce que je vous ai parlé, du fait d'être humain, individu, citoyen et autres. Et donc, si vous analysez ça par rapport à ça, on se dit, on a des soucis à se faire, mais pas pendant Sassou Nguesso, puisque nous sommes à la fin du malheur. Mais c'est l'après, avec ces gens-là. Et donc, ça, c'est le danger du Congo. Et donc, voilà, je voulais vous dire simplement que, pour terminer, nous vivons dans une société congolaise qu'on a toujours fait appel à des facteurs endogènes et exogènes pour expliquer ou justifier l'irresponsabilité des hommes politiques au Congo ou de la classe intellectuelle, politique, civile, politique et militaire. Ils ne sont responsables de rien, ni de leur mandat passé encore en cours. Ils ne sont responsables que pour avoir des titres, des postes, des fonctions. Ils ne sont responsables que pour avoir un rang social, un statut social, une retraite dorée et tout compagnie n'est pas de droit et autres. C'est ça, la classe politique au Congo. Mais on voit ce qu'on a traîné le pays parce que nous, parmi les facteurs déjà exogènes, c'est la France-Afrique. On dit, ah, c'est la faute de la France-Afrique. Ah, la Libye, c'est la France-Afrique. Et autres. Mais en 2015, même si Hollande avait fait Dioclitus, mais vous étiez là quand même dans la rue. La France n'a pas d'intérêt permanent, même si le peuple prenait ses responsabilités. Il y a les vertus d'un peuple, c'est la désobéissance ou la résistance ou la révolte. On est resté là à résister, mais à un moment donné, on vous demandez, restez chez vous. Ne bougez pas. Administration haute. Aucune opposition, ni société civile non organisée, est la désobéissance totale. Non, n'ont même pas organisé ça. Bien au contraire, ils sont allés contre ces gens qui ont organisé ça pour menacer ou créer des coups bas contre eux. C'est qu'ils ont des moyens de l'État que le dictateur, en leur fin de commerce et métier, ils leur ont donné des moyens aussi énormes. Ils ont les moyens de l'État, moyens des renseignements, moyens tout, pour contre le peuple parce qu'ils attaquent les édifices du Congo. On le voit les résultats. Donc la Libye reste la France-Afrique. Mais moi, si j'étais France-Afrique dans ces conditions, un peuple qui ne peut pas prendre ses responsabilités, j'en abuse. C'est ça le jeu. Il en abuse, elle en abuse, puisque vous n'êtes pas capable de vous révolter ou de désobéir jusqu'au bout autre. La nature aurait du vide. La France-Afrique, où la France ne veut pas faire jouer au Père Noël là-bas, hein. Vous libérez, non, libérez vous-même. La France viendra envers vous. Mais vous avez quelle classe politique? Aujourd'hui, en tenant compte de ces alibis, les prétextes, la France est là et joue les jeux, double jeu. C'est tout simplement ça. Là où l'opposition politique a pris ses responsabilités, comme au Soudan, comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire ou ailleurs, bon, la France a toujours obtempéré, comme cela s'est passé au Mali, il va obtempérer dans l'espace et le temps. Donc c'est comme ça pour se transformer. Mais parmi les facteurs endogènes, vous avez déjà la sorcellerie. Hein. La sorcellerie règne en maître. Parce que c'est l'opacité. Hein. Les secrets entre eux, ils ont des secrets entre eux, ils se connaissent entre les familles. Il y a même des familles politiques, d'héritage politique, et de tout ça, ils sont maintenant comme ça, dans un pays où il y a un héritage politique, des partis et tout, comme ça, ils jouent que ça. Et dans un pays où règne l'ignorance, où le vol, l'opportunisme et la barbarie et autres, on voit ce que ça donnait. Je vous parle aussi du tribalisme et de la géopolitique, nord-sud et autres. On n'est pas citoyen congolais, on est citoyen par appartenance. Tribal, ethnique, géopolitique nord-sud. Et donc, dans ces conditions, c'est du pain béni pour le dictateur Sassou Nguesso pour fracasser ce pays, qu'il est en train de fracasser. C'est un suicide collectif. Avec quelle opposition? Donc, le climat de méfiance et de défiance règne dans un climat sociopolitique délétère où règnent les haines, les rancunes, les règlements du code non traités, les contentieux historiques en dormance et tout compagnie. Donc, l'après Sassou est dangereux pour ce peuple-là. Déjà, il faut le dégager. Mais en attendant, le gars joue sa carte hein, pour sauver sa peau et surtout leurs privilèges et autres, mais dans un pays qui va s'enfoncer, parce que tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. À cause de qui? La France? À cause quoi? Des étrangers? À cause de qui? Non, mais nous-mêmes, peuple.
Vous êtes classe politique, vous allez quand même, les partis, vous gagnez l'argent là du peuple, l'argent du contribuable, l'argent de tout le monde. Et vous n'aimez pas conscience que si je prends quand même un franc CFA du peuple, mais je paie quand même le rendre de service. Mais là, il n'y a pas. Et donc, vous avez tout compris que la situation de la Côte d'Ivoire est pour nous l'élément de réflexion et que pour la classe politique congolaise, hein, qu'elle est déjà abîmée. Alain Bamankou, congolais comme moi, avait pourtant dit que nous avons l'opposition politique la plus bête du monde. Ça, c'était en 2015. Et jusqu'à présent, mais c'est passé, n'est pas bête. On au cœur des conflits d'intérêts, des intérêts particuliers partisans, la guerre des égaux, l'agenda caché autre contre l'intérêt général, contre ce peuple-là. Chacun attend son tour dans un pays qui va devenir poulier. Là-bas, c'est comme ça, on joue maintenant ça, mélangeant tribalisme et tout compagnie. Donc, c'est du bazar, hein, du bazar là-bas, du jamais vu. J'espère pas que cette situation va durer, mais le dictateur est à bout de souffle, au bord du gouffre. Mais ce n'est pas à cause de cette opposition. Donc tous les circuits, des blocages et des réseaux, c'est des gens, des civils, des compatriotes et des patriotes qui ont agi dans l'homme bloqué tous les circuits. Ce n'est pas cette classe politique. Elle vient là pour en profiter. Mais dans quel environnement de Sassoula et de la prestation Nguesso? C'est tous les questionnements. Donc je vous dis que le pays là est en danger. Parce que nous méritons la classe politique intellectuelle que nous connaissions, hein, depuis la nuit des temps. Et donc, moi, je voulais seulement vous informer, vous, Ivoiriens, prenez votre responsabilité. Là, vous allez devenir un peuple, et comme cela s'est passé partout dans le monde, et ça passera toujours dans le monde comme ça. Donc, un peuple qui ne cesse d'obéir perd sa notion de peuple. Parce que s'il suffisait d'obéir à Sassou Nguesso pour être libre, est-ce que les Congolais connaîtraient-ils la liberté, la dignité, la justice et le but même de la condition humaine et existentielle? Certainement pas. Mesdames et messieurs, je vous remercie.